Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous en cet après-midi de lundi 26 avril 2021. Nous avons avec nous Henri Simoneau qui va nous parler tout à l'heure. Mais avant de vous le présenter, je voudrais d'abord vous expliquer pourquoi on est cinq à l'écran en ce moment. Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Nicolas Prinetti, je suis responsable de la coordination éditoriale pour les volumes de Hachette Fleu en Italie et j'assure la coordination aussi pour la diffusion des volumes Hachette Éducation et donc les manuels d'histoire et de littérature en Italie. Et je vous parle depuis Turin. Avec moi en Italie, vous avez toujours à votre disposition Diane Guerrier, qui, euh, qui est établie à Bari, dans les Pouilles, et qui est toujours à votre disposition pour n'importe quelle demande, question qui concerne les ouvrages de Hachette en Italie. Et puis ensuite, nous avons depuis Paris Gabriel Gazi, qui est responsable pédagogique pour les ouvrages de Hachette Livre International à l'international et notamment pour l'Italie. Et avec nous également depuis Paris, Christelle Chapelle, qui assure la diffusion des mêmes ouvrages sur de nombreux territoires dans le monde, dont la botte également. Donc, Christelle qui est avec nous depuis Paris aussi. Et enfin, depuis Toulouse, Henri Simoneau, qui est professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire et commerciale au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, donc ce n'est pas loin de Paris. Et pour nous, en ce qui nous concerne, directeur de la collection Histoire de Hachette Éducation, donc des volumes deuxième, première et terminale qui sont parus en 2019 et 2020. Et nous avons eu la chance d'avoir Henri avec nous depuis 2019 pour des conférences en présentiel en Italie. Et puis depuis l'année dernière, 2020, forcément en distanciel. Mais je suis ravi qu'il soit toujours aussi disponible envers les enseignants italiens, notamment des sections ESABAC, qui utilisent en grande partie, en majorité, peut-être même nos ouvrages Hachette pour leurs cours d'histoire et pour les cours de littérature aussi. Et donc, je le remercie pour sa disponibilité et je lui laisse la parole. Je vais quand même vous informer sur quelques détails techniques avant. Vous avez dans l'interface de GoToWebinar, qui est l'interface à l'intérieur de laquelle nous vous parlons, vous avez des petites fenêtres qui vous permettent de poser des questions. Alors, lorsque vous poserez des questions, on les lira et s'il s'agit de questions d'ordre technique, on va répondre le plus rapidement possible. S'il s'agit de questions de contenu qui concernent le webinaire de Monsieur Simoneau, nous allons ensuite lui porter vos questions de façon qu'il puisse vous répondre. Et on aura un moment question-réponse à la fin d'une première partie consacrée à la première des révolutions qu'on traitera aujourd'hui, et puis ensuite un deuxième moment question-réponse vers la fin du webinaire. Mais même si nous aurons deux moments pour les réponses, vous pouvez à tout moment écrire vos questions dans les fenêtres de GoToWebinar. On les lira et puis on les transmettra à Monsieur Simoneau au moment où il pourra répondre. Donc voilà, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à écrire dans le chat et dans les questions de GoToWebinar. Voilà, je laisse la parole à Henri. Merci encore. Bonjour à tous. Alors oui, c'est une nouvelle fois un plaisir pour moi d'intervenir auprès de vous, même si c'est depuis mon bureau, depuis Toulouse, et que il est évident que je préférerais être actuellement en Italie. Mais j'espère que vous allez tous pour le mieux et aussi vos proches. Alors, comme Nicolas l'a précisé, je suis professeur actuellement en classe préparatoire et j'ai donc dirigé les manuels co-dirigés
la collection de Manuel Hachette depuis la dernière réforme. Et disons que je suis assez sensible aussi à l'enseignement en langue étrangère, puisque j'ai moi-même enseigné quand j'étais au lycée en section européenne, allemande et anglaise. Alors, comme l'a dit Nicolas, j'étais déjà intervenu il y a 2 ans autour d'une réflexion autour de l'écrivain et le pouvoir. Et l'année dernière, j'avais proposé une réflexion sur l'utilisation de l'image dans l'histoire de la France contemporaine. Et quand cette année, on m'a finalement laissé le choix de mon intervention, j'ai souhaité vous proposer d'aborder la question de l'histoire de France autour d'une notion, celle de révolution, qui permet d'aborder 3 épisodes importants de l'histoire de France. Bien sûr, la Révolution française de 1789, celle de 1848, qui marque la création de la Deuxième République, et un 3e épisode, alors certes, souvent moins évoqué dans les programmes scolaires, mais qui connaît aussi cette année de nombreuses publications et surtout une révision quasiment complète de son historiographie. Hein. C'est bien ici la Commune de Paris de 1871, dont nous célébrons, ce n'est pas innocent, les 150 ans. Alors, évidemment, devant l'ampleur de la Révolution de 1789, ou même d'ailleurs de celle de 1848, la Commune de Paris pourrait paraître plus restreinte dans le temps, dans l'espace, puisque c'est un événement, comme son nom l'indique, surtout parisien, mais elle connaît surtout, et c'est dans ce sens que l'historiographie la plus récente montre son ampleur, elle connaît des répercussions et des résonances dans l'histoire du monde, du 19e siècle d'ailleurs, mais aussi très largement plus tard, au XXe siècle, bien entendu. Alors, ce que je voudrais essayer de vous proposer ici, c'est de travailler sur l'histoire de France au XIXe siècle, enfin, d'un grand XIXe siècle à travers ce prisme de la Révolution. Alors, cet questionnement, cette réflexion se place dans le cadre de la refonte générale des programmes scolaires en France, il y a 2 ans, en 2019. Et étant amené à diriger une collection de manuels, j'ai dû me poser des questions, et notamment la question de la mise en œuvre de ces programmes. Alors, vous le savez sans doute, hein, mais aujourd'hui, enfin, il y a une transformation finalement dans les périodes traitées, puisque en seconde, désormais, on traite une période qui va de l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle, avec d'ailleurs désormais une attention toute particulière à l'époque moderne. Et le programme de première se veut résolument ancré dans une forme de long XIXe siècle, depuis la Révolution française jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc on a un redécoupage des programmes scolaires, et surtout, et là c'est une différence par rapport aux précédents, on envisage plus seulement des thématiques, mais on revient dans une histoire plus politique et surtout dans la chronologie, autour d'une chronologie forte. Toutes les périodes désormais, en gros depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, sont abordés, ce qui n'était pas le cas hein, précédemment, avec, pour ce qui nous intéresse, notamment le retour de l'Empire, hein, qui était moins présent dans les programmes précédents, et surtout la Restauration, par exemple, qui était un peu le parent pauvre des programmes scolaires depuis plusieurs années. Alors, il est vrai que les programmes, notamment le programme de première, est plus spécifiquement ancré sur l'histoire de France, alors que les programmes précédents se voulaient plus cosmopolites, on va dire, mais c'est ancré autour de l'histoire de France avec aussi des prolongements, on va dire, au niveau européen, et notamment vers l'Italie, hein, si vous avez eu l'occasion de regarder de près, et vous pourriez éventuellement, ou nous pourrions nous réjouir qu'à plusieurs reprises, même si on pourrait discuter du choix de ces événements, l'Italie fait partie des passages obligatoires des lycéens français pour l'étude du 19e siècle.
Alors, vous le voyez ici, hein, je vous l'ai mis, lorsqu'il est question d'aborder le mouvement Jeune Italie de Giuseppe Mazzini, lorsqu'il est question de la participation du Second Empire à la marche vers l'unité italienne, ou encore le rattachement de Nice et de la Savoie à la France. Alors, ces préoccupations très politiques du nouveau programme correspondent et rejoignent assez bien le programme d'histoire des ABAC tel qu'il a été défini maintenant il y a plusieurs années. Alors, une des grandes questions finalement, c'est devant l'immensité de ces programmes, souvent compliqués à aborder, d'autant plus quand on s'ancre à nouveau dans la chronologie, il faut aborder des périodes différentes, des notions différentes, la monarchie, l'Empire, la République, puis à nouveau la République, à nouveau la monarchie, c'est toujours un petit peu difficile et il est parfois compliqué en effet de trouver une unité pour pouvoir aborder tous ces points. Alors, il est vrai qu'en France, on avait eu l'occasion d'en discuter l'année dernière, les programmes ou les inspections pédagogiques conseillent d'aborder ces programmes de façon notionnelle. C'est vrai que c'est préconisé depuis de nombreuses années en France et notamment parce que cette approche notionnelle permet sans doute d'être moins chronophage. D'ailleurs, le sous-titre du programme de première est Nation, Empire, Nationalité, donc aborder le programme autour de notions et il nous invite justement à réfléchir à des notions clés de la sphère politique. Et donc nous, je me permettrai d'y ajouter révolution. En tant que directeur de collection de manuels scolaires, une des préoccupations majeures que nous avons eues est la faisabilité de l'ensemble du programme et en respectant notamment le nombre d'heures imparties et conseillées par le ministère, puisqu'en France, on a des découpages en nombre d'heures finalement devant élèves et on voit, et bon, c'est un classique, la baisse progressive du nombre d'heures. Et par exemple, aujourd'hui, il faut par exemple aborder la question de la Révolution et de l'Empire en 6 heures, ce qui forcément devient très court. Il faut donc réfléchir à la façon d'aborder le choix des documents. Bon, c'est un classique des manuels scolaires, mais aussi sans doute ici aborder quand il faut aller finalement peut-être un peu plus vite autour de notions. C'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Quelques des propositions, si vous voulez, de construction avec les élèves de notions de révolution. Notamment à partir de l'exemple de l'été 89, ce sera ma première partie avant de la confronter aux autres expériences révolutionnaires de 1848 et 1870. Et on va essayer de voir ici comment faire comprendre comment la Révolution française, celle avec une majuscule, celle de 89, ouvre une séquence de débats, d'agitation politique, pour reprendre les programmes, qui ne se referme peut-être que, en tout cas une première séquence, que 100 ans plus tard, ce sera la conclusion d'ailleurs de mon intervention, lors du centenaire de la Révolution, ou du centenaire d'ailleurs de la République. Le propos ici, et j'insiste, n'est pas de faire l'histoire de ces trois événements. Je n'en aurai bien sûr absolument pas le temps, et puis c'est pas le propos, mais plutôt, si vous voulez, des propositions pour essayer d'aborder en un minimum de temps les notions, ce qui me semble les plus importantes. Alors, la plupart ce que je vais essayer de vous faire ici, c'est aussi de vous proposer des documents que vous puissiez utiliser. La plupart sont dans le manuel d'histoire Hachette première, mais j'en ai rajouté d'autres que nous n'avons pas mis dans ce manuel. Alors, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait se mettre d'accord sur ce qu'on entend par révolution. Alors, un terme bien sûr polysémique, ne serait-ce que parce que son origine est astronomique, mais
ici, nous pouvons en tout cas nous accorder sur le fait qu'une révolution est un changement radical des structures politiques et sociales d'un État, une rupture violente de l'ordre politique et social existant. Alors, il faut ici distinguer peut-être la révolution de la révolte, par exemple, qui n'a que la dimension de violence, et du coup d'État, ou du putsch, par exemple, puisque la révolution est un phénomène de masse qui implique donc une part importante de la population, et non seulement des élites, ou en tout cas d'une minorité. Ce qu'il faudrait sans doute ici, afin de construire cette notion de révolution, c'est de se mettre d'accord, en tout cas, sur trois éléments sans doute essentiels. Les revendications d'une partie importante de la population, la dimension violente de la rupture avec leur politique. Alors, on pourrait discuter longuement de ce qu'on entend par violent, hein, mais par ailleurs, et c'est important pour qu'on ait une situation, une véritable révolution, c'est une situation finale radicalement différente. Et bien sûr, dans la révolution, il y a une importance de la discontinuité, hein, de la rupture dans l'ordre politique. Alors, à partir de cette à peine définition nécessairement résumée, dont on pourra discuter, et qu'on pourrait d'ailleurs discuter avec les étudiants des différents tenants ou des aboutissants, nous allons essayer de confronter cette définition aux trois événements cités plus haut, afin de comprendre finalement la dynamique révolutionnaire en France entre l'Ancien Régime, enfin la fin de l'Ancien Régime, et l'avènement de la Troisième République. Il est évident que, tant pour des raisons chronologiques que pour l'ampleur des événements, la Révolution française de 1789, celle qui peut s'enorgueillir de s'inscrire avec une majuscule, c'est une matrice finalement pour toute l'histoire politique du XIXe siècle. Et peut-être d'ailleurs dans une moindre mesure à l'échelle européenne. Alors, l'événement lui-même, vous le savez, hein, se décline en différentes phases et il est souvent difficile finalement de distinguer, en tout cas pour des élèves du lycée, les différentes phases qui existent. Tant, finalement, les événements sont relativement complexes, les acteurs eux-mêmes évoluent avec le temps. Je vous rappelle, hein, en France, nous ne bénéficions que de 6 heures pour traiter de l'ensemble de la période qui va de 1789 à la fin de l'Empire napoléonien. C'est forcément assez court et donc il faut de fait aller plus vite sur un certain nombre d'événements. Avec Jean-Clément Martin, un spécialiste de la Révolution française, nous avons essayé dans le manuel notamment de faire une frise chronologique qui se voulait synthétique, hein, pour traiter de des événements de la Révolution française, et force est de constater que même la plus synthétisée possible, eh bien, elle est forcément, on a dû la faire tenir sur 2 lignes. Les choix ne sont pas simples et entre disons que les passages obligés du programme en France ou ce qui nous semblait indispensable, eh bien on a du mal finalement à couper. Alors, traiter en 6 heures tous ces événements, c'est compliqué et ce serait chronophage et entre guillemets, ce n'est pas forcément ce qui est le plus indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de comprendre la rupture, la discontinuité de la révolution. Et il me paraît important ici de se focaliser sans doute sur des moments qui sont les plus symptomatiques de cette rupture. Alors d'ailleurs, les programmes des AVAC invitent les professeurs à étudier donc, la France en révolution à partir de 3 événements, dans une liste qui va de 1789 à 1804, des événements mis en perspective. Et c'est à partir en tout cas de cette proposition que je voudrais essayer ici de réfléchir à la façon dont on peut construire avec des élèves de lycée la notion de révolution et de comprendre ce processus révolutionnaire qui se développe au printemps et à l'été 1789.
Alors, ce que je voudrais ici vous proposer, c'est finalement dans un temps relativement court, sans raconter les événements, ce qui me paraît extrêmement chronophage, essayer de comprendre cette notion telle que je vous l'ai détaillée un peu plus haut. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est, je vais prendre notamment trois des dates qui sont proposées dans le programme des ABAC, à savoir, alors les trois premières, vous pouvez en prendre bien sûr d'autres, hein, le 20 juin, le 14 juillet, le 4 août 1789. Et j'aimerais à partir de ces quelques événements essayer de comprendre comment on a une révolution, c'est-à-dire un moment où la situation politique initiale est bloquée, se retrouve dans une situation de blocage, puis le passage à la violence, le moment qui pourrait paraître le plus révolutionnaire, le passage à la violence, pour ensuite obtenir une situation radicalement différente. Alors ici, je vous propose de travailler à partir de 6 documents. Alors j'ai pris 6 documents qui étaient ici dans le manuel, 6 documents à la fois textuels et iconographiques, hein, bien sûr, des documents classiques, hein, mais d'autres aussi plus originaux. Alors, il me semble qu'ici, on peut avoir deux démarches qui dépendent finalement des étudiants que vous avez en face de vous, hein, des élèves que vous avez en face de vous, et je vais peut-être essayer de vous montrer l'intérêt de chacune des deux démarches. Commençons par la démarche déductive, hein, c'est-à-dire de partir de la notion pour aller vers la vérification par des exemples concrets. Cette première façon d'aborder la révolution de 89 pourrait être finalement de commencer par une discussion avec les élèves pour leur demander quelle serait pour eux la définition, s'il fallait parler de révolution, quelle serait leur définition. Il me semble qu'assez rapidement, plusieurs éléments vont ressortir. Le premier élément, certainement, ça va être le renversement du pouvoir en place, le pouvoir existant, et l'instauration d'un autre pouvoir, a priori différent du précédent. Il y aura sans doute derrière révolution un mouvement de masse, apparaîtra l'idée d'un mouvement de masse, des revendications populaires, sans doute, et bien sûr, en tout cas vraisemblablement, si on creuse un peu plus, on aura cette idée de la violence. Alors, on pourra discuter de savoir si toutes les révolutions sont nécessairement violentes, mais en tout cas, il y a une tension qui est forte. Partons de ces trois idées et inscrivons-les peut-être dans un tableau. Vous avez ici un tableau que vous pouvez mettre en place avec les étudiants pour peut-être ici résumer le processus que vous aurez donc fait avec vos élèves et ensuite leur demander de confronter cette définition ou en tout cas ce processus révolutionnaire à la situation de 1789. Alors, quel document utiliser? Alors ici, il y en a, il y a les classiques, si vous voulez. Il y a peut-être aussi ceux que le programme des ABAC vous impose presque. Alors, il me semble que un cahier de doléances du tiers-état serait ici peut-être le bienvenu pour connaître les revendications. Alors, il en existe énormément, hein. On avait sélectionné celui-là qui se concentre en fait sur les revendications d'ordre fiscal, mais vous pouvez aussi, parce que des fois les termes techniques sont un peu difficiles pour des élèves italiens, vous avez énormément de cahiers de doléances qui sont disponibles sur Internet, mais vous aussi, notamment sur les archives départementales, hein, qui les ont souvent mis en ligne et édités. Ça peut être d'ailleurs l'occasion de faire un travail dessus, si vous avez le temps, bien entendu, sur ces sources extrêmement riches. Alors, on peut prendre ici des extraits de cahiers de doléances, vous en trouverez dans de nombreux manuels scolaires d'aujourd'hui et d'hier. Le tableau du serment du jeu de paume, bon, vous savez sans doute que celui-là, comme il est écrit, hein,
on l'attribue à Jacques-Louis David, mais ce n'est certainement pas lui qui l'a fait, puisque l'original, et ça peut être l'occasion aussi d'en parler, hein, l'original est resté finalement inachevé. Celui-là est postérieur. D'ailleurs, c'est l'histoire de ce tableau, hein, assez intéressant. Bon, j'ai pas le temps ici de développer, mais donc l'original, celui qui est parfois représenté, est ébauché. En fait, seuls quelques personnages d'ailleurs ont été dessinés. Il y a eu une souscription en 1791 des Jacobins pour justement réaliser ce tableau qui finalement ne va pas aboutir, et ce tableau aurait pu finalement ne jamais être réalisé, sinon, alors d'ailleurs nous ne connaissons pas hein, l'auteur, sinon qu'on l'attribue à Jacques-Louis David, de ce tableau qui est au musée Carnaval. Bon, vous pouvez ou non rentrer dans ces détails, mais au moins c'est une façon ici d'aborder le serment du jeu de paume. Alors, plus original, vous avez ici, c'est une des doubles pages qu'on a mis en qui est dans le tableau, dans le manuel, pardon. On a ici mis un document sur des communes insurrectionnelles. Alors, c'est assez intéressant, notamment, alors, pour ce qui nous intéresse, pour voir que l'insurrection communale n'est pas une invention des Parisiens en 1871, hein, mais vous avez une organisation finalement à partir du mois de juillet 1989 qui se fait, alors ici, pas forcément d'ailleurs de façon violente, mais en tout cas qui s'insurge contre le pouvoir en place. Puis vous avez bien sûr ici qu'on connaît mieux, hein, la carte de la Grande Peur. Alors il faudrait expliquer sans doute ce que c'est que la Grande Peur. Nous avons décidé d'ailleurs, nous, de le mettre en vocabulaire ici, qui est finalement assez explicite sur la situation. Alors, bien sûr, hein, on aurait pu, si vous désirez, vous pouvez le mettre aussi, hein, une illustration de la prise de la Bastille, hein, bien entendu, en termes d'éléments de passage à la violence. Il est bien sûr fondateur. Et puis, des documents indispensables. Alors, là encore, pour des étudiants en langue étrangère, il faut aussi s'adapter au niveau de langue de vos étudiants. Vous avez des descriptions de la nuit du 4 août qui sont très lapidaires, mais finalement très claires. C'est ce qu'on avait décidé de mettre ici. Et vous avez aussi, bien sûr, alors là, on a mis là un long extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui me paraît indispensable. Bon, vous avez ici 8 articles, enfin 8 extraits d'articles sur les 17. Et finalement, à partir de ces documents dont on peut peut-être changer quelques-uns, on peut ajouter, si vous voulez, la prise de la Bastille. L'idée sera en fait de faire remplir par les étudiants le tableau avec comme optique de comprendre la signification de ces événements dans l'élaboration du processus révolutionnaire. Alors, ce qui vous donnerait, alors il faudrait bien sûr développer hein, sur la colonne de droite, c'est pas moi qui vais le faire ici, les étudiants le feraient très bien, mais vous avez d'une part dans la colonne centrale le processus dans le temps, l'avancée dans le temps, et à droite la description qui montre bien en fait l'avancée du processus. Alors, finalement, ce moyen est un moyen assez simple de proposer aux lycéens ici de vérifier finalement la définition qu'ils ont donnée d'une révolution et de montrer que finalement l'été 1789 est une révolution puisque vous avez une situation politique et sociale bloquée, un passage à la violence, une situation radicalement différente. Il y a peut-être aussi une autre façon de travailler, alors qui va impliquer une démarche différente, c'est la démarche inductive. Alors, pour remonter ici, la démarche inductive serait en fait le fait de faire travailler les élèves sur les documents pour ensuite venir à la généralisation et à un principe de synthèse.
Alors, on pourrait organiser les choses différemment, et là, sans doute, pour ne pas justement perdre trop de temps, on pourrait faire travailler alors, au milieu de la classe, diviser sans doute la classe en 3 groupes. Et chaque groupe travaillerait sur 2 documents, par exemple, mais qui seraient plus contextualisés. Alors, on peut leur demander, par ailleurs aussi, ça dépend de l'accès que vous avez aux ressources numériques. Vous avez beaucoup de ressources numériques qui sont proposées aussi sur le manuel. Mais par exemple, le premier groupe travaillerait sur le cahier de doléances et sur le serment du jeu de paume, le second sur la grande peur et ou sur la prise de la Bastille, et enfin le troisième groupe sur la nuit du 4 août ou la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc ici, il est évident qu'ils travailleraient sur moins de documents. Au lieu de travailler sur la totalité des documents, ils ne travaillent que sur 1 ou 2, mais il faut aussi leur donner plus d'éléments de contextualisation. Par exemple, pour les cahiers de doléances, il faut expliquer finalement ce qu'est un cahier de doléances, ce que sont par exemple les états généraux, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire précédemment. Vous pourriez rappeler d'ailleurs que les états généraux en France n'ont pas été convoqués depuis 1615, la dernière fois que les états généraux ont été convoqués en France, et comment d'ailleurs les états généraux fonctionnent. Ça peut être l'occasion pour ce groupe d'évoquer les débats du vote par tête. Par exemple, pour le deuxième groupe, il faudrait évoquer plus précisément ici les événements de la prise de la Bastille, et ça demanderait finalement une réflexion plus approfondie de la part des étudiants. Mais l'intérêt aussi pour eux est de remplir par exemple ici d'abord la colonne de droite et demander en fait une description de la situation, donc description plus date, pour ensuite les faire travailler sur peut-être un travail qu'ils feraient eux de synthèse, c'est-à-dire proposer un titre pour la colonne de gauche. C'est-à-dire que chaque groupe viendrait par exemple à décrire une situation de blocage ou de revendication sociale pour le premier groupe. Le deuxième groupe en viendrait à expliciter les violences qui se développent en France en juillet 1789. Et finalement, le dernier groupe expliciterait la nouveauté que représente la nuit du 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui est ici intéressant, c'est que chaque groupe construit finalement une partie de la définition de ce qu'est une révolution, et à la suite d'une mise en commun, il est alors intéressant de montrer tout l'intérêt finalement de ce processus qui est véritablement un processus révolutionnaire. Donc, on est ici dans une démarche inverse par rapport à la démarche précédente. Elle a néanmoins, à mon sens, un intérêt sur la première, c'est le gain de temps, c'est-à-dire que vous pouvez, y compris avec des étudiants dont l'accès, le niveau de langue, surtout pour les textes du 18e qui sont rarement quand même d'une grande simplicité, c'est une façon de les laisser travailler plus longtemps sur des documents, et puis tout simplement de faire un travail en commun. Et il y a aussi un autre intérêt, c'est de montrer ici, une fois que vous avez rempli ce tableau, le processus, la durée du processus. Le processus révolutionnaire en 1789 ne s'est pas faite en un jour, c'est le cas de le dire, puisque il ne faudrait pas que les étudiants imaginent que les députés du tiers-État qui arrivent à Versailles en mai 89 sont des révolutionnaires. On devient révolutionnaire. Alors ici, je ne vous cache pas que ce n'est pas ma propre réflexion, c'est celle de Timothée Taquet, que je vous invite d'ailleurs, un livre de Timothée Taquet qui est très bien, qui c'est très bien, c'est Le roi s'enfuit, sur justement l'implication de Varenne, enfin la fuite à Varennes dans
l'origine de la terreur, eh bien, par la volonté du peuple, Timothy Tackett explique très bien comment ces députés du tiers-État, et certains d'ailleurs de la noblesse ou du clergé, cherchent avant tout des réformes. Ils ne cherchent pas la rupture. Cette rupture, elle a véritablement lieu à la fin du mois de juin, début mois de juillet 1789. Et c'est à partir de ce moment-là, alors, on peut estimer que c'est à partir du serment du jeu de paume, ou à partir d'ailleurs du moment où le sang coule lors de la prise de la Bastille, que on rentre dans un processus révolutionnaire, mais il faut bien comprendre que c'est un processus qui prend du temps, tout simplement, et c'est finalement en 3 mois ou en 6 mois que des députés du CRCDA sont devenus véritablement des révolutionnaires. Alors, cet exercice, qui me semble tout à fait faisable en 1 heure, hein, peut permettre justement d'essayer de construire rapidement. Alors, bien sûr, on aimerait raconter tous les événements, on aimerait raconter la fuite à Varennes ou les différents éléments et la complexité des événements de l'année 89, mais il faut aussi essayer sans doute de se concentrer sur l'essentiel. Il y a un autre moment qui me paraît tout à fait pertinent pour essayer de comprendre cette dynamique révolutionnaire, c'est le procès de Louis XVI. Procès de Louis XVI. Donc, on est ici à la fin de l'année 92, hein, la République a été proclamée, la fuite à Varennes date d'1 an déjà, et on arrive ici finalement à un moment essentiel, hein. C'est ce qui va devenir, on est à la veille de ce qu'on appelle la terreur, et finalement ce moment est très intéressant parce que ce moment est un débat profond de savoir finalement que représente le roi. Est-ce qu'on fait un procès à un homme ordinaire ou à un roi? Et puis surtout, que reproche-t-on au roi? Et finalement, de se mettre un peu presque comme un jeu de rôle dans la peau des révolutionnaires, de ce procès est très intéressant parce qu'il pose des questions fondamentales. Alors, je n'ai pas forcément ici le temps de lire et d'analyser en détail ce débat. On a consacré une double page entière, hein, au procès de Louis XVI, mais il me paraît important et surtout, il me semble qu'il peut être l'objet de véritables discussions avec les étudiants, et encore une fois, hein, pour ceux pour lesquels l'écrit est peut-être un peu plus difficile, il peut permettre aussi, leur permettre de s'exprimer à l'oral. Alors, vous avez ici le discours de Louis-Antoine Morisson et de Saint-Just. Ces 2 textes sont intéressants parce qu'ils abordent des problèmes fondamentaux. Alors, le premier, Morisson, déclare qu'il n'est pas possible de condamner Louis XVI pour les crimes qui finalement ne sont pas écrits dans la Constitution. Je cite ici, vous êtes à la ligne 16 et suivante, « Ici, nous sommes religieusement sous l'empire de la loi. Comme des juges impassibles, nous consultons froidement notre code pénal. Eh bien, ce code pénal ne contient aucune disposition qui puisse être appliquée à Louis XVI. Puisqu'au moment de ces crimes, il existait une loi positive qui portait une exception en sa faveur, je veux parler de la Constitution. » Alors, autant Morisson explique qu'il est tout à fait favorable en soi à il est convaincu de la culpabilité de Louis XVI, mais en revanche, il dit qu'il ne peut pas être condamné parce que la Constitution, telle qu'elle existait, l'exonère de ces crimes, de crimes qui n'existent pas à proprement parler. Et au contraire, Saint-Just, encore une fois, alors vous auriez aussi le procès de Louis, d'ailleurs les débats préparatoires au procès de Louis XVI sont extrêmement intéressants. Bon, après c'est des kilomètres d'archives, mais
très intéressant. Bon, pour résumer la position de Saint-Just, que vous avez ici, ligne 14, au contraire, pour Saint-Just, il faut chercher non pas dans la loi civile, mais dans le droit des gens. Et en concluant ici, pour moi, cet homme doit régner ou mourir. Et c'est ici finalement la position. Alors on a aussi d'autres documents sur ta double page que j'ai pas mis ici sur la condamnation, quelle peine, en sachant que bon finalement vous le savez sans doute, la majorité est décidée à la mort sans condition, l'exécution le 21 janvier suivant. Mais ça peut être aussi l'occasion ici de se mettre en fait dans la peau des révolutionnaires, ceux qui finalement estiment que le plus important reste la foi dans la loi qui a été, et le respect de la loi qui a été mise en place, et ceux qui disent non, c'est une rupture qui demande de dépasser la loi civile et donc de mettre finalement fin à la monarchie. Alors, ici, on voit bien, encore une fois, puisqu'on parle de discontinuité, de rupture, la question de la mort du roi est évidemment une notion tout à fait centrale. Vous voyez, il me paraît ici, alors on pourrait en effet sans doute parler longuement de la fuite à Varennes, on pourrait discuter longuement du directoire, du consulat, etc. Mais sans doute que se placer ici dans une dynamique, finalement essayer de définir ce qui est ce qui est révolutionnaire à proprement parler, permet justement d'avancer et d'aller un peu plus vite, quitte, je comprends bien, à faire l'impasse sur certains éléments. Alors, finalement, alors le manuel propose d'autres choses parce que le programme aussi français impose ce qu'on appelle des points de passage et d'ouverture, des éclairages sur des moments divers du programme, mais il nous a semblé, et on a travaillé ici avec Jean-Clément Martin, qui est un spécialiste de la Révolution, d'essayer en compressant entre guillemets au maximum ce qui nous permettait de faire le programme, ce qui pouvait permettre de comprendre finalement l'essence de la Révolution française, ou en tout cas du concept de révolution qu'on pourra appliquer ou en tout cas qui pourra être la matrice pour essayer de réfléchir aux événements suivants, à savoir la Révolution de 48 et éventuellement d'ailleurs aussi la Commune. Alors, je vais peut-être m'arrêter là de quelques secondes, s'il y a des questions peut-être, et avant éventuellement de continuer sur les deux révolutions suivantes. Nicolas, je vais peut-être te laisser la main. Oui, bien sûr. Merci Henri. Jusqu'ici, nous avons plusieurs questions à caractère technique, enfin sur l'attestation, le PowerPoint et l'enregistrement. Je vais répondre à ces trois questions. Je vais en profiter. C'est-à-dire le webinaire prévoit une attestation car il vous est offert par la Scuola Academy, qui est une institution agréée par le ministère italien et qui donc vous décernera l'attestation. Elle vous arrivera par mail automatiquement. Ensuite, question sur le PowerPoint. Oui, en même temps que l'attestation, on vous enverra une version PDF de la présentation de M. Simoneau et vous recevrez aussi un enregistrement, un lien à l'enregistrement du webinaire. Ensuite, je profite du fait que nous avons peut-être nous avons une question qui concerne le contenu de Madame Long, qui demande si ce n'est pas nécessaire, selon vous, de mentionner les conditions de la France à la veille de la Révolution de 1789. Voilà, ça c'était la première question qui concerne le contenu, qui nous arrive à travers le chat des questions dans l'interface. Pour l'instant, c'est la seule question qui concerne le contenu, mais sachez, je le dis à tous les participants, que vous pouvez écrire n'importe quand au cours de la présentation. Nous aurons seulement des petites fenêtres pour lire vos messages et pour répondre. Mais si Henri, tu veux déjà commencer à répondre à cette question sur la contextualisation, en fait, des conditions de la France à la veille de la Révolution.
Alors, c'est une très bonne question à laquelle on a été en fait obligé de répondre tout simplement parce que nous avons été certes un peu surpris du fait qu'en fait les programmes, la fin du programme de seconde s'arrête à la fin du XVIIIe siècle, quand le programme de première commence d'emblée sur mai 89. Alors c'est un vrai problème, quand on soit des manuels, parce qu'on était habitué à faire la France à la fin du XVIIIe siècle, les Lumières, etc. Et on a on a été obligé de faire sans, puisque le programme l'impose. Alors, ça a été aussi l'objet de discussions, soit dit en passant, avec des universitaires. Et il est vrai que les universitaires, et notamment les spécialistes de la Révolution, aujourd'hui eux-mêmes regarde un peu avec, sinon suspicion, en tout cas un peu de recul, la vision qu'on a traditionnellement de dire, voilà, on avait traditionnellement, on faisait la France des Lumières, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, et finalement la Révolution qui arrivait derrière avec la crise des années 1787-89. En fait, les universitaires aujourd'hui réévalue, on va dire à la baisse, l'implication véritable des philosophes des Lumières. Alors, en effet, on pourrait dire, oui, mais quid des années qui précèdent, c'est-à-dire les années 1787-89? Oui, mais finalement, sur ce processus révolutionnaire, entre guillemets, il me semble que les cahiers de doléances sont presque suffisants. Alors on pourrait, et vous pouvez tout à fait, vous en introduction, expliquer que la France est dans une situation catastrophique, d'où la, convocation des États généraux, mais entre guillemets, si on veut aller plus loin, on est obligé d'aller beaucoup plus loin, même d'aller beaucoup plus loin que le faisaient les programmes précédents. Ce serait d'essayer d'évoquer éventuellement les nombreuses tentatives de réforme, mais plutôt dans les premières années du règne de Louis XVI. Et ça, finalement, nous emmènerait, entre guillemets, un peu loin. Et ce que ne faisaient pas les programmes, en tout cas scolaires français, dedans. Donc, pour répondre à votre question, on peut faire sans. C'est absolument pas une mauvaise chose de pouvoir en parler, mais il me semble pas indispensable, si vous voulez, de faire un chapitre sur les Lumières. En tout cas, de montrer que les Lumières sont une sorte d'introduction, une pré-révolution. Non, ça, les universitaires sont à peu près d'accord pour que... Voilà, et d'autant plus que la vision un peu française surévalue le rôle des philosophes des Lumières et sous-évalue en fait toute l'autre production du XVIIIe siècle qui n'est pas spécifiquement, ou même ce qu'on appelle les anti-lumières, sont aussi très importants. Donc, si vous voulez, pour construire le processus, ça me paraît absolument pas indispensable. Vous verrez, pour le 1848, on n'est pas obligé finalement de connaître la situation précédente, sinon que la situation précédente est en gros un peu la même. On a une crise économique et une crise politique et un événement qui amène le passage à la violence. Pour construire le concept, la notion, c'est pas indispensable. Après, on pourrait en discuter sur l'histoire de France en général, son attrait. Mais en tout cas, si la question est de savoir si c'est indispensable, non, en fait, il ne me paraît pas indispensable. Même si je sais que les programmes italiens sont plus les mêmes que les programmes, enfin les découpages ne sont pas les mêmes que les programmes désormais français. Mais on a été obligé, si vous voulez, de faire ça. Merci beaucoup, Henri. Si on a encore une minute, je voulais te présenter une question plus méthodologique qui nous arrive de la part de Madame Chiapperini, qui nous écrit: est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement que les élèves connaissent les événements essentiels d'un phénomène historique, ou bien qu'on puisse utiliser une démarche de découverte à travers l'analyse de documents? Alors bon, si vous voulez, ça dépend ce qu'on veut montrer. J'ai peur, alors pour ma première démarche, à savoir la démarche déductive, ça me semble pas finalement nécessaire à partir du moment où eux-mêmes ont les prérequis, ne serait-ce que notionnels, c'est
pas nécessaire de rentrer dans les détails. En revanche, il me paraît, si vous laissez plus longtemps travailler des étudiants sur des documents, il faut leur apporter quelque chose, ne serait-ce que pour ce qui puisse enrichir leur discussion. C'est pas forcément nécessaire, si vous voulez. Après, ça peut être l'occasion aussi d'enrichir votre cours en termes de culture générale, culture historique, etc. Ça dépend, en gros, aussi, et puis des enjeux que vous voulez mettre en avant et des différentes ambitions que vous avez. C'est pas forcément indispensable. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner quelque chose de totalement clé en main. Ça dépend, à mon sens, ici, ça dépend des élèves, des étudiants que vous avez en face de vous, parce que, encore une fois, hein, les documents sont parfois un peu compliqués. Trop rentrer dans la contextualisation peut aussi complexifier le phénomène. Donc, encore une fois, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple à ce niveau-là. Après, je crois que le programme vous demande en tout cas de contextualiser plus particulièrement certains événements. Donc, en effet, par exemple, pour le serment du jeu de paume, peut-être qu'il faudrait aller au-delà du simple tableau de David. Voilà, bon, je te propose peut-être d'enchaîner, puis on accueille toutes vos questions dans la fenêtre questions, demande de GoToWebinar. On prend note et puis on les posera à Monsieur Simoneau au cours du webinaire, avant la fin du webinaire, évidemment. Merci à ceux qui ont écrit jusqu'ici. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je continue ici pour finalement me placer en 1848. Et le programme des ABAC propose d'aborder la question de la France de 1848 et de la Deuxième République autour de la question de la politisation et des conflits sociaux. Alors, il met notamment en avant des acteurs, des penseurs de la Révolution de 48, hein, Lamartine, Mazzini, Victor Schœlcher ou Karl Marx. Sachez notamment que les trois premiers étant également nommément cités dans les nouveaux programmes d'histoire, nous leur avons consacré des pages spécifiques, alors courtes, hein, bon, alors Mazzini une double page, mais Martine et Victor Schœlcher des études, alors, parfois sur un ou deux documents. Alors, mais c'est pas ici ce que j'aimerais développer. Ce qui m'intéresse, c'est revenir sur la façon d'aborder rapidement l'essence même de la révolution de 1848. Alors, suite au premier travail de définition de ce qu'est une révolution, finalement, il est possible de réutiliser cette grille de lecture, si vous voulez, pour comprendre le processus. Situation initiale bloquée, oui, crise économique, interdiction des banquiers républicains, mais là encore, pour rejoindre les remarques que je venais d'avoir, il n'est pas nécessaire de connaître l'ensemble des revendications. Vous avez ensuite, vous avez bien sûr le passage à la violence lors des événements de février, des 22-25 février 1848, hein, là spécifiquement. Et puis ensuite, il y a la rupture radicale. Hein. Alors, vous pouvez bien sûr réutiliser ce tableau hein, sur Alphonse de Lamartine devant l'hôtel de ville, mais plus généralement l'abdication de Louis-Philippe, la fin de la monarchie française. Et surtout, et c'est ça qui me semble important ici, l'important programme social de la Deuxième République, avec notamment l'adoption du suffrage universel masculin ou l'abolition de l'esclavage. Hein. Là encore, vous aurez peut-être eu l'occasion de l'évoquer dans votre travail sur la Révolution, mais l'abolition de l'esclavage avait d'abord été évoquée, hein, et puis l'esclavage avait été aboli une première fois pendant la Révolution française, avant d'être rétabli. Finalement, les deux premiers points sont assez simples à établir alors je l'ai mis ici. Nous avons fait une double page aussi hein, sur l'événement, Révolution de février 48. Bon, il est vrai que pour 48-49, vous avez quand même une source très riche qui sont les souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Hein. Vous avez des passages en plus faciles à utiliser avec les étudiants, hein, c'est bien écrit, donc les souvenirs de Tocqueville, hein, qui sont des souvenirs des années 48-49. C'est un acteur hein, quand même, puisqu'il a été élu
du député, c'est un acteur des événements de l'époque. Bon, alors je l'aime beaucoup aussi, vous pouvez montrer aussi ces daguerréotypes hein, des émeutes. Hein. Alors ici, c'est celle du mois de juin, hein, mais les premières photos, enfin daguerréotypes, pas des photographies, des événements avec forcément une dimension plus réaliste. Alors, de fait, dans tous les esprits, et c'est ça qui me semble important, il faut se rappeler tout de même que la Révolution française, la première, reste dans tous les esprits. Alors, on n'a pas eu l'occasion de les mettre, on a mis d'autres extraits des souvenirs de Tocqueville dans le manuel, mais bon, vous avez celui-ci qui est intéressant, hein, qui est un discours, enfin c'est un souvenir du discours d'Alexis Tocqueville devant les députés en janvier 48. Alors, bon, sans doute, il faudrait le rappeler qu'il a une réécriture sans doute de sa propre histoire, mais est-ce que vous ne ressentez pas par une sorte d'intuition instinctive qui ne peut pas s'analyser, mais qui est certaine que le sol tremble de nouveau en Europe? Est-ce que vous ne sentez pas, que dirais-je, un vent de révolution qui est dans l'air? Je parle ici sans amertume, hein, je vous parle, je crois même sans esprit de parti, j'attaque des hommes contre lesquels je n'ai pas de colère, mais enfin je suis obligé de dire à mon pays ce qui est ma conviction profonde et arrêtée. Eh bien, ma conviction profonde et arrêtée, c'est que les mœurs publiques se dégradent, c'est que la dégradation des mœurs publiques vous amènera dans un temps court, prochain peut-être, à des révolutions nouvelles. Est-ce donc que la vie des rois tient à des fils plus fermes et plus difficiles à briser que celle des autres hommes? Alors bon, ici, dimension presque prophétique hein, du texte de Tocqueville, bon, même si on sent venir quand même les éléments. Et puis, vous avez aussi hein, la description. Et ce qui est intéressant dans cet autre extrait, que je vous laisserai le regarder, l'utiliser éventuellement, c'est encore une fois toujours cette référence à la révolution avec et voici la révolution qui recommence, car c'est toujours la même. À mesure que nous allons, son terme s'éloigne et s'obscurcit. Arriverons-nous, comme nous l'assurent d'autres prophètes, peut-être aussi vains que leurs devanciers, à une transformation sociale plus complète et plus profonde que ne l'avaient prévu et voulu nos pères? Ce qui est intéressant dans ce discours et dans les souvenirs de Tocqueville, c'est que vous avez finalement tous les éléments essentiels à l'origine. Finalement, on sent bien qu'il y a un goût d'inachevé dans la révolution dans la première révolution et finalement une attente ici de la République. Alors, ici, ce qui me semble le plus important sans doute, c'est de mettre en avant alors ici, cette double page, pour le coup, me paraît assez synthétique et aussi tout à fait intéressante. Alors, vous pouvez prendre ces documents ou d'autres, hein, bien entendu, mais il me semble qu'il y a trois éléments qui sont fondamentaux ici. C'est le lien avec la Révolution de 1789. Il y a tout d'abord un élément qui est indispensable, c'est cette référence absolue que n'avaient pas les révolutionnaires de 1789, mais qu'ont ceux de 1848. La référence à 1789, les revendications politiques et sociales, les aspirations même démocratiques, qui, elles, finalement, sont les mêmes, ou en tout cas sont dans la droite lignée de la Révolution de 89, mais aussi la dimension sociale. Et là, il y a une autre référence qui apparaît, que vous aurez peut-être eu l'occasion d'aborder précédemment ou pas, c'est celle de 1793, hein, c'est celle avec une dimension sociale et le rôle central ici, la question centrale du travail. Alors, c'est ce que nous avons essayer de faire ici. Alors, je vais peut-être vous présenter un peu ces documents, alors qui sont assez classiques. Alors, le premier élément, c'est la plantation des arbres de la liberté. Alors, c'est un classique et surtout, c'est une référence à la première révolution française. C'est la pratique politique était née durant la Révolution française. Et on le retrouve à partir de février 48. D'ailleurs, les autorités provisoires, hein, celles qui se mettent en place à la fin du mois de février, encouragent l'installation de ces arbres de la liberté. D'ailleurs, sachez qu'à plusieurs reprises, le clergé bénit, et ce qu'on voit ici d'ailleurs sur l'illustration, le clergé bénit les arbres de la liberté. Alors,
ici, c'est finalement le moment post-révolutionnaire, le moment d'enthousiasme finalement peut-être général autour de cette révolte, enfin cette révolution, avec une sorte d'enthousiasme et d'une union nationale. Vous avez alors cette gravure de Louis-Marie Bourdon que vous connaissez sans doute, hein, qui est régulièrement reproduite. Vous avez ici un personnage qui très certainement est vêtu comme un ouvrier qui d'un côté met de côté son fusil et de l'autre met le bulletin dans l'urne. Bon, l'urne ici est d'inspiration plus antique que véritablement contemporaine, mais on se rattache ici à une procédure ancienne avec quand même ici pour le monde ouvrier le suffrage universel qui est finalement rattaché à une conquête, voire une reconquête, avec ce texte en dessous. Ça, c'est pour l'ennemi du dehors, le fusil, et pour le dedans, voici comment l'on combat loyalement ses adversaires. Et avec cette idée finalement que le combat intérieur est politique. Alors vous avez bien sûr alors indispensable et qui demande une analyse, il me semble, de façon indispensable, c'est le décret du 5 mars 48 sur le suffrage universel, rappelons-le, masculin uniquement, avec ici le fait que la souveraineté réside, c'est dans l'article 2, la souveraineté réside dans la nation, que l'article 6, et c'est intéressant aussi, définit ce qu'est un électeur. Il faut être âgé de 21 ans, résider dans la commune depuis au moins 6 mois et ne pas avoir été suspendu de l'exercice de la citoyenneté. Avec ensuite, vous avez le bulletin secret et donc les représentations. Alors, vous avez ensuite, là, pour se présenter aux élections électorales, c'est l'article 7, il faut être âgé de moins 25 ans et de jouir de l'ensemble de ses droits civiques. Ça, si vous voulez, c'est un classique, mais ce qui est intéressant, c'est l'article 10, la mise en place de ces indemnités pour tout élu, pour éviter finalement que d'aucuns ne renoncent à se présenter pour des raisons financières. Texte finalement assez facile, accessible, si vous voulez, pour les élèves, mais qui est riche aussi de commentaires. Et puis, vous avez ces tableaux allégoriques. Alors, donc, nous avons choisi de mettre celui de Jules Ziegler, c'est celui de gauche, sur le manuel, mais il en existe d'autres. On peut penser notamment, je vous l'ai mis à droite si vous souhaitez l'utiliser, c'est celui d'Armand Cambon, qui est au musée de Montauban, le musée Ingres à Montauban, avec la référence, vous le voyez en bas sous le lion, des émeutes de février. Le lion, toujours la présence ici du lion. Alors bon, ici forcément, ces allégories doivent tout de même être discutées avec les élèves, les références ne sont pas forcément connues. Ce qu'on retrouve néanmoins, c'est cette idée de prospérité, notamment de rectitude, avec la force aussi, la force du peuple, et ce que vous avez autour, alors ce qui apparaît finalement assez mal ici, les références ici, liberté, égalité, fraternité. Enfin, et ça c'est tout à fait important pour évoquer les avancées sociales de la Révolution de 48, c'est la limitation de la journée de travail. Cela me semble important parce que ça fait véritablement le lien entre 1789 et la Commune de 1871, c'est l'importance de l'émergence de la question sociale et la question bien sûr du travail.
il y a une autre dimension finalement importante dans la révolution de 48, c'est la question de la démocratie, plus que la République qui semble progressivement l'idée faire son chemin, même si vous le savez, hein, le coup d'État va mettre en place l'Empire quelques années plus tard, mais le principe républicain avance, tandis que la question de la démocratie est véritablement en plein débat. Alors, on pourra ici, alors dans le manuel, alors je n'ai pas trop le temps de vous montrer, mais on a cherché systématiquement à essayer de schématiser en fait les principes politiques pour essayer de comprendre. Alors ces schémas sont interactifs. Donc vous pouvez les utiliser sur Internet, les compléter au fur et à mesure. Vous avez aussi les PDF à compléter. L'idée ici, c'est d'essayer de résumer finalement ces processus pour essayer de comprendre les mécaniques historiques, hein, les principes finalement démocratiques ici de la Deuxième République, avec le suffrage universel masculin, l'abolition de l'esclavage, la politique sociale, mais aussi les difficultés pour s'imposer que nous verrons par ailleurs plus loin. Alors, vous avez peut-être d'autres sources, alors parfois un peu difficiles, mais c'est à utiliser, mais qui montrent bien aussi cette effervescence intellectuelle. C'est une caricature, hein. Les caricatures, je le sais bien, ne sont pas toujours évidentes à commenter. Celle-ci, bon, c'est le journal pour rire, au moins on comprend qu'il y a une dimension humoristique, mais on voit bien finalement la question de vive la propriété, bonheur assuré, puis à côté de abat la propriété, les questions finalement sociales qui créer une forme d'effervescence intellectuelle dans laquelle peut-être tout le monde ne se retrouve pas forcément. Alors, vous le savez, et ça, il faudrait essayer de comprendre la raison finalement de la courte durée de vie de la Révolution de 48, c'est avant tout parce que la question sociale qui pose problème avec la fermeture des ateliers nationaux à la fin au début de l'été, et notamment ce qui est intéressant, et bon, peut-être que vous serez amené à l'évoquer, mais ça peut être un angle d'attaque intéressant, c'est la construction aussi d'une sorte de géographie électorale, parce que la Deuxième République va un peu cliver deux France, celle qu'on appelle le parti, enfin, qui s'appelle d'ailleurs le parti de l'ordre, notamment derrière le prince-président, hein, Louis-Napoléon Bonaparte, mais aussi ce qu'on appelle les démocrates socialistes, les démoxocs, et et là je vous ai donné un extrait du programme, programme très intéressant, encore une fois, vous le verrez par la suite, parce que tout ce qu'il évoque, alors je vais le lire rapidement, hein, suffrage universel direct, unité du pouvoir, distinction des fonctions, exécutif révocable, pas de président, liberté de penser, quel que soit le mode de manifestation, liberté entière sans aucune entrave, rehaussement des fonctions d'instituteur, émancipation du bas clergé, avec réforme du service militaire, abolition complète des impôts touchant les produits de première nécessité, un impôt progressif et proportionnel sur le revenu, exploitation par l'État des chemins de fer, des mines, des canaux, bref, les nationalisations. On a ici, c'est le programme des Moxog, la montagne, on a ici déjà voir émerger des politiques qui vont connaître tout leur développement lors du XXe siècle. Alors, si jamais vous le souhaitez faire des liens avec l'histoire de l'Italie, il y a sans doute deux événements ici. Alors, celui de droite, vous le trouvez dans le manuel puisque c'est un point obligatoire, hein, le rôle de la France dans l'unification italienne. Il y en a un autre qui me paraît intéressant, je vous l'ai mis ici, c'est la trahison de la France face à la République romaine. Vous êtes ici, alors sachez que ce sont des débats qui sont extrêmement importants à l'Assemblée française.
notamment à l'été 49. Et finalement, la gauche défend la République romaine, tandis que finalement, Louis-Napoléon Bonaparte va faire le choix de soutenir la papauté. Ce document me paraît intéressant. Alors, libre à vous si vous êtes romain, il s'intitule, j'avais oublié de mettre le nom, hein, La République française poignardant la République de Rome en 1849. Elle est conservée à Milan aujourd'hui. Vous avez ici la référence dans l'ouvrage de Sylvie April, La Révolution inachevée. Je vous mettrai la référence exacte sur la version finale du PowerPoint. On le voit bien ici, alors la France poignardant l'Italie avec, et ça c'est tout à fait intéressant, hein, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, sur le bouclier que tient la France, vous avez le préambule, enfin l'article 5 du préambule de la Constitution française qui stipule que la République française respecte l'intégrité des nations étrangères. Dernier élément ici peut-être, alors sur la commune. Encore une fois, sur les événements, on trouve le même phénomène, hein, vous le savez, la commune est née de l'abdication de l'empereur et de la naissance de cette Troisième République amenée à s'enraciner, mais c'est finalement sur le projet républicain qu'on se déchire. Finalement, vous avez aussi peut-être le moyen, alors certes, ce n'est pas un aspect central des programmes, mais aujourd'hui, c'est une histoire complètement revisitée. Alors, la commune a connu finalement cette année presque son heure de gloire, hein, par les 150 ans de l'événement, hein, ont été l'occasion de réévaluer cet épisode très important de l'histoire française, mais qui n'a jamais été retenu finalement dans l'histoire telle qu'elle a été écrite par les républicains, ceux qui ont fait la Troisième République. Alors, c'est évidemment un jalon essentiel de l'histoire politique de la France, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est au cœur de débats encore acharnés, hein, en France. Alors bien sûr, elle a été une référence pour la Révolution russe, mais citons quand même certaines décisions qui vont être prises par la République, hein, comme la loi de séparation de l'Église et de l'État que met en place la Commune de Paris. Alors, bon, histoire bien sûr très passionnelle que celle de la Commune. On compte aujourd'hui plus de 5000 ouvrages, hein, sur la question. Bien sûr, on va dire tout au long du XXe siècle, il y a une historiographie de gauche et d'extrême gauche qui est très favorable à la Commune, et une autre qui la condamne. Et encore cette année, encore une fois en France, vous aviez eu un débat. Aujourd'hui, il y a d'autres questions, et notamment la question sanitaire, mais de savoir est-ce qu'il fallait célébrer la Commune ou alors est-ce qu'il faut célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Forcément, deux événements qui paraissent presque à certains égards antithétiques. Alors, pour faire peut-être un peu rapide, l'apport de l'historiographie récente est le fait de replacer la Commune de Paris dans un ensemble plus large, en fait. Celle non pas d'un événement parisien, mais d'un événement déjà français, puisqu'il y a des communes insurrectionnelles ailleurs, à Toulouse, à Lyon, avec des effets moindres, hein, certes, mais aussi qui a des échos en Europe et dans le monde. Alors, je vous invite, si jamais vous êtes intéressé par le sujet, vous avez eu un numéro des collections de l'histoire très intéressant qui fait un peu le point sur tous ces éléments. Et puis, vous avez, alors parmi les nombreux ouvrages qui ont paru cette année, pardon, vous avez Commune de Quentin de Lermoz. L'apport essentiel de l'ouvrage de Lermoz, c'est de proposer une histoire finalement mondiale de la Commune. Alors bien sûr, vous le savez sans doute, il y a une forte appétence actuellement pour l'histoire qu'on appelle connectée, mais l'intérêt aussi de Commune, c'est que il s'immerge dans une très grande quantité de sources, et notamment la presse britannique, américaine, espagnole, mexicaine, australienne, et l'étude de rapports de police aussi français et étrangers,
la correspondance diplomatique. Et finalement, il montre très bien la portée internationale de la commune au moment même où elle s'est produite. Il y a deux éléments communs. C'est d'une part la participation de nombreux étrangers à l'insurrection parisienne. On pense aussi notamment à la référence à Garibaldi, hein, qui est une personnalité particulièrement présente, mais aussi de l'effet de la commune de Paris dans d'autres régions du monde. Alors, peut-être ici, pour continuer ma réflexion sur l'histoire politique de la France au 19e, je voudrais essayer de vous proposer quelques angles peut-être d'attaque. Alors, peut-être l'angle officiel, puisque le programme aujourd'hui en France nous demande, c'est ce qu'on appelle les points de passage et d'ouverture, d'aborder le personnage de Louise Michel. Alors, nous avons choisi du coup de traiter certains aspects de Louise Michel de la commune par Louise Michel, notamment vous avez ici une huile sur bois hein, qui représente l'arrestation de Louise Michel par les Versaillais. Alors, je ne vais pas avoir le temps de la commenter. Vous en avez une très bonne analyse dans le site l'histoire par l'image, une analyse de Bernard Tillier. Et puis, vous avez, et ça c'est intéressant, le texte est accessible au ministère de la Guerre, vous pouvez des extraits plus longs, c'est un extrait de l'audition de Louise Michel par Conseil de guerre, et justement sur sa participation à la commune. Alors, il y a peut-être aussi deux autres façons d'aborder la question de la commune. C'est la littérature. Alors, ceux qui m'ont peut-être déjà entendu savent mon intérêt pour l'utilisation de la littérature. Hein. Vous avez pensé à la débâcle hein, d'Émile Zola, donc dans le cycle des Rougon-Macquart. C'est donc un des derniers. Et vous avez le personnage de Jean Macquart dans la débâcle, qui est un soldat versaillais et justement qui assiste, qui participe à la semaine sanglante, hein, qui voit la répression de la commune de Paris, qu'on a utilisé ici dans le manuel. C'est en effet une façon tout à fait saisissante. Émile Zola est quelqu'un qui n'est pas favorable hein, à la commune, mais qui en dénonce ici en tout cas les violences. Et puis, il me semble que très facile à trouver aujourd'hui, puisque notamment les archives de la ville de Paris les ont publiés, et puis aujourd'hui d'ailleurs je pense qu'avec le 150e anniversaire vous les trouvez très facilement sur internet. Ce sont ces affiches hein, de la commune de Paris. On voit ici notamment hein, la séparation de l'Église et de l'État, qui est un des fers de lance des communards, mais aussi sur donc, les écoles laïques. Et encore aussi, par exemple, l'interdiction du travail de nuit. Alors, c'est une revendication notamment des boulangers parisiens. Et donc, vous avez de très nombreuses affiches comme ça qui sont encore une fois, en plus, si vous voulez, assez simples, puisque des textes relativement courts, puis ce sont des textes, ce sont des documents originaux. Hein. Vous pouvez ici retrouver cette dimension. Alors, ce qui m'intéresse donc ici, c'est encore une fois de réfléchir donc à cette démarche révolutionnaire. Vous pourrez aussi appliquer la même grille de lecture hein, sur la situation bloquée. C'est bien entendu les désaccords sur bien sûr la fin de l'Empire, la question de la poursuite de la guerre contre la Prusse et l'Allemagne, et les désaccords sur la question de la dimension sociale. Vous avez le passage à l'avion, c'est la proclamation de la Commune de Paris à la fin de mois de mars 71, et ensuite la situation radicalement différente, ce serait ce programme de réforme. Alors attention, hein, il faudra aussi, c'est tout l'objet de la réflexion, d'évoquer la courte durée de la Commune de Paris, et ce qui en fait finalement une révolution inachevée. Nous avons les éléments de la révolution, mais de la portée
révolutionnaire est plus faible. Néanmoins, on pourra l'évoquer, hein, l'impact sur notamment toute l'histoire du XXe siècle est tout à fait importante. Alors, donc voilà, avancer finalement, passer de 89 à 48, puis de 48 à 71 pour montrer à chaque fois l'importance de la dimension politique, mais de plus en plus de la dimension sociale. On pourrait finir ce cycle sur finalement le centenaire de la Révolution, puis les débats sur notamment la date de la fête nationale. Qui montre bien, alors on est ici dans les moment où la Troisième République commence à s'enraciner, et sur les débats sur la question de qu'est-ce que c'est que le 14 juillet, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que le 14 juillet depuis 1880 est la fête nationale, mais quel 14 juillet fait-on? N'oublions pas que le 14 juillet, ce que nous fêtons n'est pas en fait la prise de la Bastille. Ce n'est pas la prise de la Bastille qui est fêtée lors du 14 juillet, mais la fête de la Fédération, celle qui a lieu en 1790. Et pour les républicains, et notamment les hommes de la Troisième République, la date du 14 juillet 1790 est une date de réconciliation, le seul moment peut-être dans la Révolution française où il y a eu un moment de réconciliation. Et c'est finalement ce choix-là qui est fait plutôt que celui en fait de la violence. Et d'ailleurs, si vous regardez les affiches mises en place pour le centenaire de la Révolution, de la première République, eh bien, finalement, ce n'est pas du tout cet aspect violent ou social de la Révolution qui est mis en place, mais au contraire, plutôt la nation, une Marianne rassurante, nourricière. Hein, on retrouve ici la République plutôt nourricière qui, avant tout, est gage d'abondance, on le voit bien ici avec la corne d'abondance, mais aussi de modernité. Vous le voyez au fond avec le chemin de fer. Et ce qui est mis en avant, c'est avant tout la nation, hein, quand on voit ici la place tout à fait importante que prend le drapeau tricolore. Alors voilà, ce que je voulais essayer de vous montrer ici dans cette réflexion, c'est peut-être comment donner un sens à finalement ce siècle de 1700, de la fin de l'Ancien Régime à l'affirmation de la Troisième République, avec finalement des conquêtes d'abord politiques, puis sociales, puis tout le débat, et on le voit bien en 1848 comme en 1871, quelle république veut-on? Est-ce qu'on veut une république sociale ou une république au contraire conservatrice? Il se trouve que dans les deux cas, en tout cas en 1848 et en 1871, c'est la République conservatrice qui l'emporte avant que justement cette réflexion sociale se développe, mais ici beaucoup plus au XXe siècle. Voilà, je vais m'arrêter ici pour peut-être vous écouter sur les questions. Alors encore une fois, hein, mon objectif ici, c'est de vous proposer des documents a priori adaptés à l'étude des étudiants, des lycéens italiens, avec toujours essayer de s'adapter, encore une fois, à les préoccupations aussi de l'enseignement langue étrangère, hein, qui est bien sûr le niveau de langue, et d'essayer de donner un sens sans se perdre peut-être dans les nombreux événements d'histoire politique de la France entre 1789 et la fin du 19e siècle. Je vous remercie. Alors, merci Henri Simoneau pour cet exposé vraiment très intéressant, et même pour les reflets que tout ce que tu as dit par rapport à une histoire qui est parfois, pour des raisons de motivation aussi des élèves, une histoire comparée, France-Italie, une histoire européenne aussi, ce qui est nécessaire justement non seulement pour répondre au programme d'enseignement, mais aussi justement pour donner un sens pour les élèves à ce qu'on leur enseigne. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions de la part d'enseignants qui nous ont écrit dans l'espace des questions. J'invite tous les participants qui ont des questions à les écrire dans l'espace domande, questions de l'interface. Et pendant que vous écrivez, je vais juste en profiter 5 minutes pour
vous présenter la collection d'une façon un peu plus systématique, pour vous donner l'occasion aussi de découvrir le côté éditorial de ce que Henri Simoneau vient de nous présenter. Alors, je vais prendre l'écran à Henri et partager le mien. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Moi, oui, en tout cas. Oui, ok. Alors, voilà, ça y est, je vois l'interface, excusez-moi. Donc là, à l'écran, vous voyez les 3 couvertures du manuel Histoire, donc seconde, première et terminale. Le volume terminal est paru en 2020, alors que les 2 premiers sont à votre disposition depuis 2019. Donc la collection est complète actuellement. Et vous avez à côté pour chaque niveau un guide pédagogique en format PDF que vous pouvez demander aux agents La Scuola, c'est-à-dire au réseau commercial de La Scuola qui diffuse les ouvrages Hachette Éducation également en Italie. Je dis également parce qu'ils diffusent les ouvrages Hachette Éducation et les ouvrages Hachette FLE. Ensuite, je vous invite à découvrir ce manuel à travers le site internet qu'on a consacré à cette méthode. C'est un site qui présente le manuel au public italien, aux enseignants italiens. Je vais mettre dans le chat l'adresse à laquelle vous pouvez trouver toutes les informations. Et puis ensuite, je vais vous ouvrir le site pour qu'on puisse le voir ensemble. C'est juste quelques minutes pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors voilà, le site dont je vous ai mis l'adresse, c'est hfle.it/esabac. Et ici, vous avez les couvertures du manuel, les liens pour feuilleter l'intégralité des volumes. C'est un spécimen pour les enseignants, mais un spécimen en ligne. Ensuite, on a le site internet où tous les contenus numériques de chaque niveau sont hébergés. Alors, si vous cliquez sur ce titre, Accedi ai contenuti digitali, vous accédez à tout ce que le manuel offre en contenu numérique. C'est vraiment une mine très, très, très riche de contenu. Et on a ajouté très récemment les leçons en podcast qui complètent la dotation d'audio, de vidéos, de cartes interactives, de documents à télécharger, d'exercices interactifs, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu pour chaque chapitre. Par exemple, là, thème, on est dans le volume Histoire première, thème l'Europe face aux révolutions. Là, vous avez tous les liens. Et les liens sont également accessibles à partir des QR codes qui sont au début de chaque chapitre dans le manuel. Donc, vous avez les QR codes, l'accès est immédiat et très, très facile à partir du livre papier également. Ensuite, je voudrais vous montrer juste les pages du manuel dont Henri Simoneau nous a parlé. Enfin, il ne nous a pas parlé du manuel directement, mais les éléments qui provenaient du manuel. Je vous montre à l'écran le manuel numérique auquel vous avez droit si vous adoptez la méthode dans vos classes. Là aussi, il faut demander les codes d'accès au réseau commercial La Scuola et vous avez l'adresse pour cela aussi dans le site hfle.it/esabac. Vous avez à chaque fois le lien pour contacter le réseau commercial La Scuola, soit pour les guides pédagogiques, soit pour les accès manuels numériques gratuits pour vos élèves si vous avez l'adoption du manuel dans vos classes. Et donc, le manuel se présente de cette façon en version numérique. Je vous fais remarquer, le manuel est divisé en thèmes, en des unités. Les thèmes se composent de plusieurs chapitres et les chapitres se composent à chaque fois de pages d'introduction. C'est un manuel qui fait un usage très très large de documents de différents formats, de différentes provenances, c'est-à-dire des documents écrits, mais très souvent des documents à des images, des tableaux, des affiches aussi, comme l'on vient de voir pour les révolutions du 19e siècle, de daguerreotypes aussi. Donc à chaque fois qu'on peut, les documents d'époque sont déjà au départ
en plusieurs formats, mais nous avons aussi des documents vidéo, par exemple. Là, il ne s'agit évidemment pas de documents de l'époque, mais on propose une réflexion à chaque fois à partir de documents très, très variés. Donc, pour revenir à la structure d'une unité, d'un thème, chapitre, introduction thématique, et ensuite, on a une série de repères, donc les points forts de chaque chapitre. Et c'est très structuré et très imagé. Donc, soit avec des tableaux, comme on a vu dans la page précédente, soit avec des cartes ou des cartes mentales pour éclaircir chaque sujet. Repère 1, repère 2, et puis on attaque avec des études. Et là aussi, c'est une structure qui est très intéressante d'un point de vue pédagogique, car on a des études qui donnent lieu ensuite à la leçon. Donc, on part de documents, de l'étude de l'histoire dans le concret, et puis on systématise, après avoir vu une petite série de documents, études, vous voyez une deuxième étude. Là, l'étude est centrée sur le travail de l'historien. C'est aussi une approche qui revient très souvent au cours de la méthode, c'est-à-dire on souligne les compétences qui sont les compétences propres de l'historien, et puis chaque fois, on souligne aussi le point de passage et d'ouverture, ce qui est très utile par rapport à la pédagogie italienne aussi, de souligner chaque fois qu'un point de passage marque une période, vous avez un point de repère dans la page. Donc, on a vu, on découvre les études, les documents, et puis, grâce aux documents, on arrive à la leçon qui est systématisée. Leçon 1, mettre fin à l'Ancien Régime. Donc, on part des documents et on systématise ensuite. Voici la structure de chaque chapitre. Et ça se répète, évidemment, sur plusieurs doubles pages. Et à la fin du chapitre, je vais passer juste pour terminer le chapitre. Hop. On a une partie d'exercice et de auto-évaluation où nous avons des cartes mentales à remplir, des exercices auxquels les élèves sont invités à répondre et toute une série d'activités sur le papier et et en numérique si on veut. Donc, c'est vraiment un manuel qui est très, très riche et très, très structuré aussi, et c'est assez facile d'en suivre la structure à l'intérieur des leçons. Juste pour vous rappeler ensuite la composition de l'offre de Hachette par rapport aux sections et ABAC italiennes, nous avons le manuel d'histoire, le manuel de littérature au fil des textes, et nous avons une proposition complète aussi pour travailler sur la langue sur 5 niveaux, donc ça dépend du niveau de vos élèves, mais normalement autour du niveau 3, 4 et 5, 3 et 4 surtout, qui peuvent être pertinents pour ce genre de lycée cosmopolite. Et voici les adresses où vous pouvez feuilleter tout cela, mais le lien que je vous ai donné vous donne accès au contenu de toutes les méthodes dont je vous ai parlé. Et je vous mets ensuite un lien qui vous permet de contacter ma collègue Diane Guerrier et moi-même si vous avez des questions, des exigences d'approfondissement. Vous avez nos adresses email dans le chat. Voilà, donc c'était juste pour partager avec vous ce côté concret éditorial, mais avant de donner la parole à nouveau à Henri Simoneau, je vais résumer les questions qu'on a reçues dans le chat. Alors, de nombreux enseignants nous disent merci de nous écrire et de remercier Henri Simoneau, évidemment. Nous avons une question, par exemple, Madame Chiapperini, qui nous fait remarquer votre approche est très intéressante parce qu'on pourrait appliquer les caractéristiques d'une révolution aux révolutions de toute époque et permettre aux étudiants de trouver les éléments en commun entre les révolutions et la récurrence de certaines conditions. Donc, proposition de travail sur des périodes différentes.
Je vais répondre à celle-là déjà. Ah, une Oui. question très sympathique de Madame Mordenti qui vous demande, qui te demande, Henri, si quand est-ce que tu continueras ce webinaire avec les révolutions, sur les révolutions françaises avec mai 68. Donc voilà, une proposition de continuation du webinaire. Et il me semblait aussi, j'avais lu tout à l'heure, voilà, Madame Siginolfi qui disait par rapport à la réponse que tu as donnée tout à l'heure, lorsque tu disais que ce n'est pas forcément indispensable de fournir aux élèves des éléments, des coordonnées, Contextualisation. voilà, elle disait peut-être parce que vous avez des élèves de lycée qui ont des connaissances de base qu'ils ont acquises de façon stable et fiable au cours des années précédentes. Alors, Voilà. je vais commencer par répondre à cette dernière. Il est évident que, encore une fois, vous connaissez bien mieux les étudiants que vous avez en face de vous plutôt que moi, hein. Donc, moi, je pense qu'il y a la méthode que vous choisirez. Je trouve que la construction du concept est intéressante quel que soit le niveau, parce que elle permet déjà de faire de l'histoire, parce que la construction de concept, enfin de notion en tout cas, c'est quand même un des travaux des historiens. Vous avez beaucoup de réflexions récentes sur justement qu'est-ce que c'est qu'une révolution. Alors souvent ça embrasse des domaines très très différents. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais euh, à vous de voir et surtout, en fait, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il conserve. Si en effet vous avez peut-être aussi des étudiants qui connaissent très mal l'histoire de France, alors auquel cas ça peut être intéressant aussi d'expliciter la fuite à Varennes, le serment du jeu de paume, etc. Et puis aussi une dimension, oui, culture générale d'intérêt pour l'événement, mais entre guillemets, ça peut aussi être très bien fait. Vous avez de très bonnes ressources vidéo qui vous expliquent de façon très courte qu'est-ce qui se passe dans tel événement. Donc ça peut être aussi fait d'ailleurs en dehors, entre guillemets. Donc oui, libre. Vraiment, sur la contextualisation, je ne veux pas vous dire il faut en faire ou il ne faut pas en faire. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. C'est une question de temps aussi, hein, de gestion du temps. À mon avis, voilà, je vous dirai jamais qu'il ne faut jamais en faire, parce que quand même, il y a en effet, c'est a priori pas alors le pays qu'ils connaissent l'histoire le pays dont ils connaissent l'histoire le mieux. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, ça prend du temps de contextualiser, parce que contextualiser, il faut donner tous les éléments. Donc voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. En ce qui concerne la construction de la révolution. Alors pour moi, je serais tout à fait, une fois, d'autant plus qu'a priori vous avez sans doute vos étudiants sur plusieurs années, complètement cette grille de lecture, vous pouvez l'appliquer très bien à ce qui sont des véritables révolutions, la révolution de 17, sans aucun problème, et vous demandez aussi, voilà, est-ce que les révolutions arabes sont des révolutions? Vous posez des questions si vous êtes amené, alors je ne sais pas si vous serez amené à discuter des révolutions arabes ou de mai 68, puisqu'on me proposait mai 68, mais se poser la question, c'est aussi de comprendre l'ampleur historique du phénomène. Donc je pense que c'est une grille de lecture qui nécessite sans doute en tout cas des ajustements en fonction des événements. Est-ce que, voilà, on utilise le terme de révolution quand même à beaucoup d'égards, sans doute parfois de façon abusive, mais non, je pense que construire ces grilles de lecture, on pourrait l'avoir, je ne vais pas avoir ce débat-là, mais sur ce que c'est qu'une nation, sur ce que c'est des notions qui sont importantes, qui donnent des cadres qui nous permettent en effet d'analyser des événements dans leur concept général. Moi, je pense que ça peut être tout à fait utilisable plutôt sur des révolutions de type contemporaine que sur des révolutions anciennes, mais pourquoi pas. Là, on voit bien déjà que sur des révolutions de type politique, c'est tout à fait, ça me semble tout à fait pertinent. Et oui, éventuellement, pourquoi pas sur le XXe siècle, il y a plein de choses à dire, mais bon, il y a plein de choses à dire sur beaucoup de choses. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vois Merci à vous. qu'il n'y a pas de nouvelles questions
Sinon, des questions sur les attestations, on vous les enverra automatiquement à travers la Scuola, l'éditeur La Scuola, qui est diffuseur de Hachette en Italie, Hachette scolaire. Et on vous enverra également le PDF des diapos que vous avez vus aujourd'hui et le lien à l'enregistrement vidéo de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, je ne peux que vous remercier tous, Henri, Simoneau et tous les participants, tous les enseignants qui ont été avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire et à dire à vos collègues de vous inscrire sur le site de La Scuola pour recevoir les informations sur les webinaires Hachette destinés aux enseignants italiens. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.